J'en ai testé des choses pour glow up ou améliorer mon quotidien, mais je crois vraiment que la routine parfaite, c'est vraiment pas fait pour moi. Cependant, j'ai quand même testé et adopté des petites habitudes qui, avec du recul, ont considérablement amélioré mon énergie et mon quotidien. Et la plupart du temps, elles sont très simples à mettre en place, voire totalement gratuites. Donc j'ai décidé de les réunir dans cet épisode de podcast et de vous les partager aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, je parle de business, wellness, psycho, self-care. Donc si ça t'intéresse, tu me suis ici, mais également sur Instagram et sur ma newsletter Substack. Bon visionnage! Alors, par quelle nouvelle habitude on va commencer? Je fais trop genre alors que j'ai grave la liste des choses dont je vais vous parler devant moi. Mais la première chose, c'est d'acheter un réveil physique et de bannir le téléphone de ma chambre. En gros, ce que j'ai fait... en fait, moi, mon problème, c'était que déjà, j'ai du mal à m'endormir le soir. Je suis souvent un peu surstimulée, etc. Donc, la plupart du temps, quand j'avais mon téléphone dans la chambre, parce qu'en fait, souvent, je regarde ma série dans le salon, etc. Et puis après, je vais dans la chambre pour dormir, ou alors regarder une série sur la télé de la chambre, et j'avais mon téléphone, donc t'es facilement tenté de prendre ton téléphone et de scroller un peu. Dès que t'as un truc en tête, tu reprends ton téléphone et tu regardes, et forcément après, tu tombes sur Instagram, sur TikTok, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette mauvaise habitude-là, elle gâchait tout mon sommeil, parce que du coup, j'avais plein de stimulation tard le soir, de lumière bleue, et aussi en fait cette envie frénétique de toujours reprendre mon téléphone pour regarder, j'ai une nouvelle idée, un nouveau truc, voilà. J'arrivais pas moi-même à me dire ne prends pas ton téléphone, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de installer un réveil, un vrai réveil, comme ça j'ai l'heure et j'ai le réveil, et mon téléphone, dès que je pars du salon pour aller dans la chambre, je le laisse dans mon bureau à charger, mode avion, et basta. Voilà, comme ça, je ne suis plus tentée, et plusieurs fois j'ai remarqué que, en tout cas les premiers jours, j'étais dans mon lit comme ça, et j'étais tentée de reprendre mon téléphone parce que j'avais un truc en tête, et en fait non, il était pas là, mais c'était tellement chiant de me dire je vais sortir de mon lit et aller dans mon bureau pour prendre le téléphone, etc., que je me disais, oh c'est tout, je ferai ça demain, voilà. Et c'est comme ça que j'ai perdu l'habitude d'aller sur mon tel le soir tard. Et même là en ce moment, alors j'y arrive pas forcément tous les jours, mais quand je vois qu'il est 22h, 22h30 et que je commence à fatiguer, je mets mode avion et je ne vais plus sur mon téléphone. Comme ça, même avant même minuit, parce que moi je dors vers minuit, 1h, comme ça je commence déjà à me décrocher du téléphone, des surstimulations, etc. Et quand je sais qu'il est pas dans la même pièce que moi, j'ai plus du tout ce réflexe d'y aller, alors que quand je regarde un film et que le téléphone est en face de moi, forcément, au moindre truc, au moindre blanc, à la moindre pub, je reprends mon téléphone et je vais voir des trucs, et puis après c'est reparti pour une spirale de scroll. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle habitude, parce qu'en fait vraiment scroller avant de dormir, ça maintient le cerveau dans un état de surstimulation où t'as plein d'idées, et c'est impossible de s'endormir. En plus, tout ce qui est lumière bleue, etc., on est bien au courant. Et d'ailleurs, en fait, le fait de pas avoir le téléphone dans la chambre le soir, ça m'aide aussi le matin, parce que moi j'avais le mauvais réflexe le matin d'aller sur mon... Enfin, dès que le réveil sonne et que je dois me réveiller, je vais sur mon tel, j'enlève le mode avion, et puis je regarde les notifs, etc., etc. Et du coup, t'es surstimulé, à peine les yeux ouverts. Mais je me souviens que des fois, j'avais à peine les yeux ouverts, que j'allais déjà sur mon tel, et j'essayais de forcer pour ouvrir mes yeux, pour voir mes notifications, alors que j'aurais pu attendre de 10, 20, 30 minutes et ça n'aurait rien changé à ma vie. Donc autant attendre ces minutes-là et me réveiller calmement, plutôt que de m'imposer une dose de stress énorme et de stimulation, de notification. Il y a une urgence, il y a un truc, il y a un machin. Et au final, tu te réveilles 10 minutes après ton réveil et t'es les yeux écarquillés et t'es déjà en état presque de stress ou t'es pas bien. Franchement, moi, je m'en rends compte quand je vais sur mon tel, parce que ça peut encore m'arriver de sortir de ma chambre et de prendre directement mon tel, je suis pas parfaite, mais je remarque que quand je fais ça, clairement, je me sens pas bien. Voilà, je me sens pas bien après, j'ai plus envie de rien, j'ai eu trop de dopamine d'un coup, et du coup, après, il y a plus rien qui m'intéresse et j'ai même plus envie d'être productive de toute ma journée. Alors que quand je prends le temps de laisser mon téléphone de côté et de préparer tranquillement mon petit déj, de me réveiller, de me débarbouiller, etc., et qu'après, une fois que je suis bien réveillée, je prends mon téléphone, là, je vois toute la différence et là, je suis trop motivée. Donc vraiment,
Le téléphone hors de la chambre, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas parce qu'ils veulent pouvoir répondre directement si on les appelle en urgence. Et ça, je comprends très bien, mais moi, j'ai pas forcément cette crainte et je préfère privilégier mon sommeil. Dans tous les cas, je suis en silencieux. J'ai même pas de vibreur sur mon téléphone, même dans la journée. Donc, et je compte pas mettre les sonneries, encore moins la nuit. Donc, voilà, faut pas m'appeler en pleine nuit. Voilà, c'est pas moi qu'il faut appeler en pleine nuit, comme ça vous savez. La deuxième habitude que j'ai mis en place il y a maintenant quelques mois, c'est de prendre du magnésium le soir. Donc ça, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Mais maintenant, bah voilà, je m'en passe plus. Je vais regarder mon ordi pour vous expliquer les termes un peu plus scientifiques, parce que bon, j'ai pas tout en tête. Mais en gros, le magnésium joue un rôle direct dans la régulation du système nerveux. Il aide à activer le GABA, qui est le neurotransmetteur qui calme l'activité cérébrale. Et environ 70% des Français seraient en déficit de magnésium, notamment à cause de notre alimentation moderne et du stress chronique propre à notre génération, à notre époque, qui épuise les réserves. Donc en gros, le stress consomme du magnésium et le manque de magnésium amplifie le stress et c'est un cercle vicieux assez classique. Le magnésium, c'est pas un somnifère, ça t'assomme pas, tu peux en prendre tous les soirs, ça donne juste à ton cerveau ce dont il a besoin pour s'éteindre naturellement. Et clairement, c'est exactement le ressenti que j'ai. Mon problème, moi, le soir, c'est que mon cerveau, il est en surstimulation, il a plein d'idées, en plus, je suis plutôt créative du soir, donc moi, le soir, j'ai plein d'idées, etc., limite, je pète la forme. En fait, je me suis rendu compte que oui, ça peut être cool à certains moments, mais je préfère avoir un rythme où je m'endors vers minuit, 1 heure max, et où je me lève vers 9 heures, et je me sens beaucoup mieux comme ça, parce que le fait d'avoir le cerveau qui tourne en boucle jusqu'à 2-3 heures du matin, pas forcément tu te réveilles plus tard, ou alors tu te réveilles KO, et c'est pas ce que j'ai envie pour moi. Je me sens pas bien dans ces conditions-là. Donc j'ai commencé à prendre du magnésium à partir de novembre, à un moment où je me sentais vraiment hyper fatiguée, et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où je prends le magnésium, voilà, il se passe quelques dizaines de minutes et en fait je sens comme s'il y avait un brouhaha dans mon cerveau et d'un coup, fioup, il n'y a plus rien. Et ça se calme et j'arrive par exemple à me concentrer sur une série sans que mes pensées partent à droite à gauche. Et ça franchement c'est génial et si vous avez cette sensation que des fois le soir votre cerveau part dans tous les sens et que vous n'arrivez pas à le calmer, eh bien le magnésium est parfait pour ça. Personnellement, je prends le magnésium de Nutripreneur qui se prend spécialement le soir parce que je sais qu'il y a des magnésiums qui sont recommandés pour le matin. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des pots de magnésium où on voit que faut le prendre le matin ou dans la journée, je sais pas. Mais en tout cas, moi, celui que je prends de chez Nutripreneur, c'est vraiment pour le soir. Et en plus, Nutripreneur, c'est une marque pour les entrepreneurs, enfin de compléments alimentaires pour les entrepreneurs. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont ce rythme de vie, on va dire. Et du coup, c'est notamment pour calmer les pensées le soir et mieux dormir. Et franchement, moi, je vois carrément la différence. Donc, je vous le conseille. Et juste pour précision, les formes les mieux assimilées, c'est le bisglycinate ou le glycinate de magnésium. Et il faut éviter l'oxyde de magnésium qui est peu absorbé. Et moi, le mien, c'est du bisglycinate de magnésium. C'est le plus répandu. En tout cas, pour tout ce qui est complément alimentaire classique pour nous, les humains. La troisième bonne habitude que j'ai adoptée, qui est gratuite, c'est de marcher tout le temps, enfin voilà, de marcher le plus possible, même quand je sens que j'en ai pas forcément envie. Alors moi déjà j'adore marcher, voilà, j'adore mettre un petit podcast dans mes oreilles, aller faire une grande balade dans un parc, etc. J'adore, ça me fait trop du bien. En fait c'est du sport mais sans forcément suer. J'essaye de marcher un peu vite histoire de quand même activer voilà, mon rythme cardiaque. Mais vraiment j'adore marcher. Mais je me rends compte qu'il y a des fois j'ai un peu la flemme et du coup j'y vais pas. Pourtant quand j'y vais, je me sens tellement bien. Et j'ai remarqué ça il y a 2 semaines par exemple. J'avais pas trop envie de marcher, mais je me suis dit j'ai pas bougé de la journée, je peux pas aller me coucher alors que je suis même pas sortie de mon salon, donc j'ai dû faire quoi 100 pas quoi. Et je me suis dit voilà, j'ai pris le dessus sur ma flemme et je me suis dit non, j'y vais. Et au début, j'ai marché genre 10 minutes, j'étais en mode oh là là, je vais vraiment faire un tout petit tour parce que je le sens pas bien. Et au final, après, la dopamine, elle vient au fur et à mesure et t'es embarqué dans ta marche. Et au final, j'ai marché genre 1 heure et demie, presque 2 heures. C'était trop bien. Mais franchement, en fait, pourquoi je marche autant? Déjà parce que des fois, j'ai pas forcément envie d'aller au sport et de me prévoir des séances de sport. Et je préfère largement la marche avec mon petit podcast et le fait de voir la nature, d'être dehors, etc. J'aime pas courir, bref, j'adore marcher. On va pas s'étaler là-dessus. Et en plus, c'est ce qui est vraiment très facile à faire. Et je sais que ça aide significativement à réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. D'ailleurs, j'ai regardé récemment une vidéo sur le stress qui m'expliquait en fait comment ça fonctionne parce que bah, moi je suis pas scientifique donc je savais pas exactement quelles étaient les hormones etc
qui se délivrait une fois que tu as un coup de stress. Et j'ai appris qu'en fait, quand tu as un coup de stress, tu as de l'adrénaline et du cortisol qui se répandent dans ton corps pour que tu puisses faire face au danger, face à la chose qui te stresse. Et en fait, si tu ne fais pas d'activité sportive après avoir eu des petites doses de cortisol, parce que nous, dans notre époque moderne, on a tout le temps des petits coups de stress, etc., eh bien, ton cortisol reste en toi, et si tu fais ça sur le long terme, le cortisol peut provoquer du stress chronique, etc. Enfin, c'est pas bon pour le corps. Et donc, je me suis rendu compte que, dans cette vidéo, le fait de marcher, c'est pas juste c'est cool, tu prends l'air, c'est en fait le fait que quand tu fais une petite activité physique, tout ce qui est hormones du stress, cortisol, etc., en fait, c'est comme si ça s'évaporait avec ta sueur, voilà, pour imager un peu. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, en fait, quand je suis stressée, quand je me sens pas forcément bien, le bon truc, c'est pas de rester recroquevillée dans mon canapé et de me dire ah voilà, j'ai envie d'être tranquille, etc. Des fois, c'est ok quand t'as passé une longue journée, que t'es fatigué, ça peut te faire du bien. Je peux comprendre, des fois c'est mon cas aussi, mais la plupart du temps, je me dis va marcher un peu, va évacuer un peu tout ce qu'il y a de mauvais en toi là parce que t'as eu une grosse journée avec des stress, etc. Et franchement, la plupart du temps, je rentre chez moi et je suis en mode ah, ça fait tellement du bien. Et vraiment, je vous recommande, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément marcher, mais moi, ma technique, c'est vraiment podcast dans les oreilles, un bon podcast d'1 heure et demie, et j'ai l'impression de marcher avec des potes sans devoir parler. Voilà, c'est génial. Et tu peux aussi marcher sans rien, mais bon, tu t'ennuies un peu plus vite. Alors que moi, avec un podcast, j'adore. D'ailleurs, écoutez mes podcasts en marchant, comme ça je vous accompagne. Mais et je sais pas, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est limite, même le fait que c'est assez répétitif, routinier, la marche, je trouve ça même des fois un aspect méditatif. Je pense à des choses, je remets de l'ordre dans mes idées, j'ai des nouvelles idées qui se clarifient parce que j'arrive un peu à apaiser mon cerveau qui était en surstimulation chez moi entre tous mes écrans. Là, je vois la nature, je marche, je respire, j'évacue le stress. Donc mon cerveau arrive à nouveau à réfléchir, à avoir des bonnes idées et à remettre de l'ordre. Et la plupart du temps, quand je suis un peu débordée là chez moi et que je sais pas, je veux filmer une vidéo, que j'y arrive pas, que ça me stresse, etc., au lieu de forcer, je vais marcher, je reviens et tout va mieux. Voilà. Des fois, faut pas forcer, faut aller marcher, tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'aller faire les 10 000 pas. Ça, faut le temps quand même dans sa journée de faire 1 heure et demie de marche. Voilà, c'est pas donné forcément à tout le monde. Mais même juste aller à la petite épicerie du coin, t'acheter un petit truc pour ce soir, et ça te prend 20 minutes. Mais juste ça, ça va calmer déjà ton système nerveux. Donc ouais, il n'y a pas besoin de forcément d'un truc hyper intense. Donc, pas besoin de toujours faire le meilleur, le mieux possible, le plus long, le plus truc. Non, juste marche un petit peu et tu vas voir que dans ta journée, ça peut ça peut vraiment faire des gros changements. Le quatrième point, le plus important, ça c'est vraiment le plus important, j'aurais dû le mettre en premier même, c'est le petit déjeuner salé. En gros, il y a bientôt 1 an et demi, 2 ans, je suis allée voir une micronutritionniste et je lui ai expliqué un peu, en fait je me sentais un peu fatiguée et tout ça, enfin voilà, je voulais peut-être qu'elle m'aiguille sur certaines choses et elle m'a dit franchement la première chose à faire là c'est de prendre un petit déjeuner salé parce que moi je prenais quoi pain, chocolat, des céréales, etc. Enfin, c'était pas optimisé. Enfin, c'était vraiment le petit déjeuner classique qu'on nous apprend à prendre quand on est jeune. Et finalement, au début, c'était un peu compliqué de me mettre au salé, mais voilà, au fur et à mesure, je me suis mis au petit déjeuner salé et je me rends compte à quel point c'est différent, surtout quand je prends un petit déjeuner sucré, exceptionnellement, et je vois totalement la différence. La différence, c'est que quand tu prends un petit déjeuner salé, tu en fait, non. Quand tu prends un petit déjeuner sucré, ton taux de glycémie fait un gros pic, parce que t'as plein de sucre d'un coup, sauf qu'après, il fait un gros crash. Et du coup, c'est là que t'as une baisse d'énergie vers 10h30, 11h, que t'as faim, parce qu'en fait, tout est déjà éliminé, etc. Et que tu te sens pas bien. Et que du coup, t'as l'impression que tu subis un peu ta matinée. Alors que quand tu prends un petit déjeuner salé, ça permet de réguler ton taux de glycémie et de ne pas avoir ce genre de pic qui te fait « Ah, je suis super en forme » et en fait « Ah non, oh, j'ai plus d'énergie ». Ça, c'est totalement ce que produit un petit déjeuner sucré. Et c'est vraiment pas bon, du coup, pour l'énergie et au quotidien. Donc depuis que je prends un petit déjeuner salé, déjà, je me rends compte que même arrivé au midi, j'ai pas forcément très faim, donc je peux manger léger le midi. Et en plus, j'ai eu beaucoup d'apports en protéines, parce que en gros, moi, mon petit déjeuner salé, c'est une tartine de pain de seigle, un carré frais 0%, mais du coup, c'est très protéiné, un quart d'avocat, une tranche de truite et 2 œufs au plat. Donc c'est hyper complet, hyper protéiné. C'est super bon et ça me permet vraiment de tenir ma matinée et de commencer en forme et pas avec déjà trop de sucre parce que le sucre, c'est du poison, hein, désolé, mais quand on mange trop de sucre comme ça, peut-être sur le moment, t'as l'impression que t'as un peu d'énergie. C'est bon le sucre, mais au final,
Au final, c'est que du mauvais pour ton corps. Et d'ailleurs, si ce sujet de la glycémie, du glucose, etc., du sucre vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire Glucose Révolution et la méthode Glucose Révolution, Glucose Goddess. Voilà. En gros, la méthode Goddess et la glucose révolution, je crois que c'est ça, de Jessie Inchospé, qui en a énormément parlé, qui en parle beaucoup sur ses réseaux. N'hésitez pas à aller la suivre. Et franchement, c'est passionnant. Et tu te rends compte à quel point le sucre, on le sait, mais c'est du poison, sauf que des fois, on a tendance à l'oublier. Et il faut quand même essayer de réguler ça. Alors, ça veut pas dire ne plus manger de sucre. Moi, ce que je fais des fois, quand j'ai quand même envie de ma petite touche sucrée, parce que moi, je suis quand même assez sucrée et chocolat, je mange mon petit déjeuner salé et à la fin, je me fais une petite tartine de pâte à tartiner avec très peu de sucre. Mais au moins, j'ai ce truc de chocolat et je suis pas frustrée. Le but, c'est pas de se frustrer parce que la frustration, ça mène au craquage et après, tu manges plein de trucs parce que t'as été frustré et privé pendant des mois. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de réguler et surtout, là, je vous invite à lire les livres de Jessie Inchospé, mais c'est aussi de l'ordre dans lequel tu manges les choses, notamment, par exemple, manger beaucoup de fibres avant de manger, par exemple, un burger. Tu peux manger des légumes, une salade, etc., avant de manger un burger, et ça permet au burger d'être mieux assimilé dans ton corps. Avant de manger un cookie, tu peux manger peut-être une pomme, comme ça, tu manges des fibres avant de manger une grosse dose de sucre. Mais évidemment, je vous rassure, je mange toujours des cookies et je me fais toujours des fois des matchas au lait d'avoine, même si le lait d'avoine, ça pique de glycémie énorme. Mais bon, on va pas se priver de tout, juste faut être conscient de ça, essayer d'améliorer au maximum tout ça. Mais le plus important, c'est quand même le petit déjeuner salé. Et ça, je le dis à tout le monde, tous les gens que je vois, tous mes potes, toute ma famille, je dis petit déjeuner salé, je vous jure, ça va tout changer. La cinquième habitude que j'ai adoptée, c'est d'avoir une garde-robe qui respecte ma morphologie, ma colorimétrie, avec des coupes qui me vont bien et pas trop de choix. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que si j'achète plein de pièces ultra différentes, mais qui sont trop belles toutes seules, mais en fait, je ne sais pas avec quoi les mettre, et bien en fait, c'est là que tu arrives devant ton placard et que tu te dis, j'ai rien à mettre. Parce que en fait, t'as plein de choses hyper dépareillées, donc c'est cool, toutes seules, elles sont belles, mais en fait, tu sais pas comment les mettre. Et du coup, tu les mets pas, t'as l'impression d'avoir plein de choses, mais en fait, dès que tu les regardes, tu dis, ah non, ça me va pas, ça va pas en fait à ma morphologie, ça, je sais pas avec quoi le mettre, et c'est comme ça que, en fait, tu te retrouves le matin à pas savoir choisir ta tenue, et franchement, on peut éviter ça. Donc, moi, ce que je fais là depuis quelques années, c'est que j'essaie de vraiment me constituer une garde-robe hyper simple. Quand je trouve un vêtement où je trouve que la coupe me met en valeur, eh bien, je peux l'acheter en plusieurs couleurs. Par exemple, là, j'ai le jean D92 de chez Stradivarius. Je l'ai en 5 couleurs. Mais c'est le meilleur jean de ma vie. C'est le jean qui va parfaitement à ma morphologie, qui me va bien. Et honnêtement, moi, j'ai du mal à trouver des jeans qui vont bien avec ma morpho parce que j'ai la taille fine, mais j'ai des hanches, des fesses, des cuisses un peu... des cuisses musclées. Et du coup, j'ai du mal à trouver le pantalon qui convient à tout ça. Et le D92 de chez Stradivarius, il est parfait. Et je me dis, ça sert à rien d'acheter plein de jeans différents qui vont plus ou moins bien m'aller. Autant acheter le même jean en plusieurs couleurs. Personne ne le voit. Moi, c'est très bien le matin, je sais qu'ils me vont tous. Juste, c'est des couleurs qui sont différentes. Et c'est parfait. Et par exemple, même chez COS, j'ai trouvé le pull en cachemire parfait. Et bien, au lieu d'acheter 10 pulls différents en polyester, en ceci, en cela, qui vont me boulocher, etc., qui vont plus être beaux, et que finalement, je sais que ça me va pas, ma morpho, tout ça, j'ai acheté le même pull en plusieurs coloris, et comme ça, je sais qu'il me va. Et un jean classique avec un petit pull en cachemire, et puis un petit t-shirt et des petites baskets, ça passe tout le temps. Et comme ça fait des mois que je me suis pas posée devant mon dressing en me disant, oh là là, j'ai rien à me mettre, parce que j'ai que des basiques, que des choses qui vont bien à ma morpho, à ma colorimétrie, parce que c'est aussi important de choisir des vêtements qui vont bien avec ta colorimétrie, parce que sinon tu les mets, et en fait tu dis, ah non, ça me va pas. Mais du coup, ils restent dans ton placard, c'est dommage. Du coup, moi, je préfère acheter des choses comme, par exemple, du bordeaux, du bleu clair, du rose clair, du brun très foncé, et je sais que ça me va forcément. Et du coup, au fur et à mesure, j'exclus tout ce qui ne me va pas, même si c'est beau comme ça dans le magasin, en fait, non, ça ne me va pas. Donc je l'achète pas, déjà, et comme ça, quand je ouvre mon placard, je sais que tout me va. Donc je peux me prendre n'importe quoi, et en plus, tout me va, et tout va ensemble, parce que c'est que des basiques. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que ça t'enlève le truc du matin de devoir faire un choix. Parce qu'en fait, dans notre quotidien, on prend 1001 micro-décisions par jour, enfin, on prend tout le temps des petites décisions qui nous fatiguent. Franchement, c'est fatigant de toujours devoir prendre des décisions de qu'est-ce que je mange le matin, comment je m'habille. Et en fait, quand tu réduis ce nombre de décisions aussi, franchement, ça fait du bien au cerveau. Moi, le matin, c'est toujours la même chose. Comme ça, je me réveille pas en me disant « Ouh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir me faire à manger ce matin ?» Non, et c'est bon, le matin, je me facilite la vie. Il n'y a pas de décision, c'est le même petit déj tous les matins. Et pour la tenue, pareil, je
prends des choses simples comme ça, j'évite de me rajouter des décisions inutiles et je garde mon capital décision pour des décisions plus importantes. Et ça, je crois vraiment que ça fonctionne. D'ailleurs, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, il avait toujours le même col roulé noir et un jean, et il avait dit qu'il s'habillait comme ça parce qu'il voulait pas épuiser justement son capital décision le matin à se demander comment il allait s'habiller. Il avait beaucoup plus important à faire en gérant Apple, donc voilà, il voulait se faciliter la vie. Et je trouve ça très intelligent, et ça évite aussi de gaspiller son argent en achetant plein de choses très belles mais qui vont pas ensemble, que tu mets jamais, et au final ça dort dans ton placard, tu le revends sur Vinted à 10 €. Ça sent le vécu, hein, parce que je fais encore ça. Je fais encore des erreurs d'achat, mais ça permet de réduire ces achats-là et de tourner entre des basiques qui te vont bien et dont tu te lasses pas, parce qu'en fait, c'est tellement basique que tu peux pas t'en lasser. Voilà. Le jour où tu le mets plus, c'est que tu l'as usé jusqu'à la moelle. La 6e habitude que j'ai mis en place et qui me facilite la vie, encore une fois, ça c'est gratuit. Vous avez vu, hein, la plupart des choses, c'est vraiment gratuit. Que ce soit le réveil, bon ok, acheter un réveil physique, mais voilà, sortir le téléphone de la chambre, c'est gratuit. Le magnésium le soir, bon, t'achètes des petits compléments à la pharmacie, ça c'est payant. Marcher, c'est gratuit. Le petit déjeuner salé, c'est gratuit. Enfin, t'as juste à changer un peu tes courses. La garde-robe qui respecte ta morpho, ta colo, ça se fait au fur et à mesure, mais sur le principe, c'est gratuit. Et ma 6e habitude, c'est une organisation ultra simple. En fait, il y a en fait, moi, de base, j'étais hyper attirée par toutes les vidéos organisation, une application pour s'organiser, machin, truc chouette. En fait, c'est tellement satisfaisant que t'as envie de ça. Donc, j'ai testé des choses, Notion, d'autres trucs. Enfin, j'ai testé plein de choses. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui utilisent plein d'outils que je dois faire pareil, parce qu'en fait, moi, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Si je suis trop dispersée entre plein d'applications pour m'organiser, en fait, ça me rajoute une charge mentale en plus de devoir mettre à jour chacune des applications, de devoir aller voir partout, etc. D'avoir un carnet, non, c'est chiant parce que des fois, j'ai pas le carnet et du coup, je multiplie les endroits où je mets des notes. Enfin, non, ça me va pas. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, mais en gros, pour vous expliquer, moi, j'ai juste 3 applications pour m'organiser. C'est tout. J'ai Outlook pour les mails et mon agenda. Voilà. Pourquoi Outlook ? Parce que c'est, je trouve, le truc le plus pratique pour avoir mes plusieurs boîtes mail, parce que j'ai plusieurs boîtes mail pour différents sujets, donc différentes boîtes mail sur le même dashboard, et aussi le calendrier qui va avec, voilà, comme ça c'est trop pratique. Bon, franchement, c'est trop pratique. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Allez voir, parce que, alors, mon organisation a un peu changé, mais juste le principe, vous pouvez aller voir une vidéo YouTube que j'ai fait il y a 1 an, je crois, sur le sujet, si ça vous intéresse. Mais je vous referai, je pense, un épisode là-dessus, plus détaillé. Donc Outlook pour les mails et l'agenda. 2e application, c'est l'application rappel de l'iPhone. Donc tu vois, c'est même des choses que tu n'as même pas besoin de télécharger en plus. C'est des trucs qu'il y a déjà dans l'iPhone. Donc l'application rappel du téléphone qui permet de te créer des to-do list. Et moi, dès que j'ai un truc en tête, je le note là-dessus, comme ça je l'oublie pas. Et j'y reviens au fur et à mesure. Enfin, des fois, c'est pas des choses urgentes, mais je sais que au moins, je sais que cette chose, je dois la faire. Demain, après-demain, dans 1 mois, peu importe, au moins c'est noté là, et comme ça j'ai toutes mes tâches, et j'ai créé un widget sur mon téléphone de l'application Rappel, qui est du coup sur ma première page de mon téléphone, et qui me permet d'avoir accès directement à ma to-do list, de ne rien oublier, et de pouvoir noter dès que j'ai une petite idée, sans me dire que je vais sortir mon agenda et ma page to-do list. Non, c'est un enfer ça, moi j'ai pas tout le temps mon agenda sur moi, je veux pouvoir noter des choses directement dès que j'ai la pensée, et qu'est-ce que j'ai toujours avec moi ? Mon téléphone. Donc voilà, moi c'est tout digital. Hein. Et la 3e application, c'est l'application Notes. Et là, je fais tout avec l'application Notes. Je note mes scripts, je fais mes recherches, je fais tout sur l'application Notes. J'écris rien à la main, encore une fois, sur des carnets, parce que, encore une fois, tu les as pas toujours avec toi. Et c'est le meilleur moyen de disperser toutes les informations et toutes tes idées à droite à gauche. C'est dommage, moi j'aime pas ça, je trouve que c'est une mauvaise organisation, tout simplement. Donc je note tout sur Notes. Et la dernière application que je peux utiliser des fois, c'est Notion pour, par exemple, quand je dois avoir des bases de données, l'organisation sur des projets. Mais franchement, c'est assez rare parce que moi, j'ai besoin de choses qui soient hyper accessibles via téléphone. Et je trouve que des fois, Notion via téléphone, c'est pas hyper optimisé. Donc vraiment, je priorise Outlook, les rappels sur le téléphone et les notes sur le téléphone, et je fais tout avec ça. Et honnêtement, ça enlève beaucoup de charge mentale d'avoir une organisation aussi simplifiée, plutôt que de vouloir avoir une organisation
hyper développé, mais qui finalement te fait perdre du temps parce qu'en fait, tu passes plus de temps à gérer ton organisation et à aller sur tous tes supports d'organisation que à juste faire ce que tu as à faire. Et je trouve que des fois, c'est plus esthétique qu'autre chose. Donc voilà, je me suis dit, allez, j'arrête de vouloir m'identifier à tout le monde sur les réseaux et je trouve mon système hyper simple et voilà. Finalement, j'ai trouvé mon petit système et je vous ferai sûrement, je pense, qu'une vidéo dédiée à ça parce que ça peut être intéressant. Et la dernière habitude, toujours aussi gratuite, que j'ai mis en place, c'est d'adapter. Désolée, j'ai mal à la gorge, j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure en plus. Normalement, je les aurais cutés au montage, mais bon. La 7e habitude, c'est d'adapter mon quotidien à mon cycle. Et ça, il y a un épisode de podcast entier sur le sujet qui arrive, je crois, la semaine prochaine, il me semble. Bon, en tout cas, dans les prochaines semaines, donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas le rater. Mais c'est un truc hyper important. En fait, j'en ai pris conscience il y a quelques mois que, en fait, enfin, j'en avais un peu conscience, mais j'en ai encore plus pris conscience là, il y a quelques mois que j'ai du coup un cycle de 28 jours, donc 4 phases. Et c'est quoi déjà les 4 phases? Oui, folliculaire, ovulatoire, lutéale et menstruelle. Donc menstruelle, c'est quand tu as tes règles. Et après, folliculaire, c'est la semaine après tes règles. Ovulatoire, c'est quand tu ovules. Et lutéale, c'est, on va dire, la semaine avant tes règles. Et en fait, dans ces 4 phases, tu as des niveaux d'énergie hyper différents. Et c'est ça, c'est le propre de la femme par rapport à l'homme qui a la même énergie sur tout le mois. Nous, on a des énergies qui changent en fonction de notre cycle. Ça se voit plus ou moins chez certaines personnes. Moi, je le ressens énormément, mais je sais que j'ai des copines qui le ressentent pas du tout. Donc ça dépend. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous sentez vraiment les 4 phases de votre cycle sur votre productivité ou pas? Parce que ça m'intéresse. Mais en gros, j'ai compris que je pouvais pas avoir la même productivité sur toutes les phases de mon cycle et que, par exemple, la semaine avant mes règles, la plupart du temps, je suis fatiguée et j'ai moins d'énergie, j'ai moins de créativité surtout, parce que, non, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, parce que je vous ferai un épisode dédié, donc ça sert à rien de passer du temps là-dessus ici, mais en gros, je sais que pendant la phase avant mes règles, j'ai beaucoup moins d'énergie, et du coup, ça serait dommage de me forcer, moi notamment qui ai un métier assez créatif, de, par exemple, filmer plein de vidéos de YouTube à ce moment-là, parce que en fait, j'ai pas l'énergie et je serai moins productive, et ce que je vais faire sera moins qualitatif. Donc maintenant, ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, quand je suis en phase après mes règles ou en ovulation, donc quand tout va mieux, quand le monde est beau et rose, etc., que j'ai plein d'énergie, que je me sens plus belle, etc., là, je filme un maximum de contenu, par exemple, et comme ça, je n'ai plus à filmer, j'ai pas à filmer la semaine avant mes règles et la semaine de mes règles, parce que souvent, à ce moment-là, j'ai plus envie, j'ai envie de rien, je suis pas motivée, donc ça m'évite de culpabiliser, à me dire « Ah, je devrais faire un truc, mais je le fais pas », parce qu'en fait, je me suis organisée dans mon emploi du temps pour faire les choses créatives et qui demandent beaucoup d'énergie au début de mon cycle. Par exemple, dans les moments de règles, etc., soit je prends plus de temps pour moi, ou je fais du travail un peu plus de fond, je lis un livre, etc., je fais des mails, mais je fais pas des trucs hyper créatifs qui demandent beaucoup d'énergie. Et ça, j'adapte ça à tous les pans de mon quotidien. En tout cas, j'essaye dans la mesure du possible, parce qu'après, la vie, c'est la vie, quoi. Tu peux pas non plus adapter chaque minute de ton temps, et des fois, t'es obligé de faire des choses que t'as pas forcément envie de faire, ou pour lesquelles t'as pas l'énergie, mais c'est tout, ça a vraiment changé mon quotidien, parce que déjà je culpabilise beaucoup moins de ne plus pas avoir d'énergie à certains moments du mois, où à l'avant je me disais mais punaise, mais pourquoi là j'ai pas d'énergie, la semaine dernière j'étais on top et là ça va plus, pourtant j'ai rien changé et ma vie va plutôt bien, qu'est-ce qui se passe? En fait la plupart du temps c'est les hormones, sauf que on nous en parle quand même assez peu de ces fluctuations d'humeur et d'énergie, et c'est pour ça que je vais vous faire un épisode dédié, parce que je trouve que c'est passionnant et que toutes les femmes devraient être au courant de ça pour en prendre conscience et adapter au mieux en fonction des contraintes de la vie, son quotidien pour vivre, ne pas subir ses menstruations, ne pas subir son cycle et vivre en harmonie avec lui. Voilà. Mais bon, abonnez-vous, je fais un épisode dédié la semaine prochaine. Il est déjà écrit, hein, c'est juste que je sais pas encore exactement quand je le poste. Voilà. Je vais pas aller plus loin, hein. Là vous avez ce qu'il faut, et je pense que pour certains points je ferai des épisodes dédiés pour aller encore plus en détail, mais là sinon si j'allais en détail pour tout, l'épisode allait durer 1 heure. Vous l'aurez compris, hein, franchement il n'y a aucun point qui est révolutionnaire, c'est pas les routines de l'année, c'est pas magique, c'est pas des trucs de dingue, c'est pas des trucs trop compliqués à mettre en place, c'est des choses qu'il faut mettre en place petit à petit, et puis après ça devient des routines classiques. Par exemple le petit déjeuner salé, au début c'était pas du tout naturel pour moi, mais au fur et à mesure je me suis un peu forcée, et maintenant je pense pas du tout à prendre un petit déjeuner sucré le matin, c'est ancré dans mes routines. Pareil pour le magnésium, pareil pour poser le téléphone en dehors de ma chambre, c'est des petits trucs simples. Faut juste se motiver un peu sur le moment, et puis après ça a quand même une incidence
hyper significatif sur ton énergie, sur ton bien-être au quotidien, et t'as pas besoin pour autant de faire des trucs de malade qui te coûtent je sais pas combien d'argent. Juste fais des petites choses comme ça qui peuvent améliorer ton quotidien et tu te sentiras beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos propres habitudes parce que franchement, je suis toujours preneuse de petites habitudes comme ça, des petits hacks tout simples qui permettent de se sentir mieux et qui ne nécessitent pas de dépenser plein d'argent ou d'aller voir des spécialistes ou quoi. Non, juste des petits trucs simples, voilà, basiques à mettre en place. Et évidemment, une fois que tout ça est mis en place et que tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller voir des spécialistes, etc., pour encore plus améliorer ton énergie et encore plus te comprendre et connaître ton corps. Mais voilà, commençons déjà par le basique et une fois que c'est ça, on passe au step d'après. Et voilà, donc mettez-moi en commentaire tous vos petits axes pour vous sentir mieux, ça me fera trop plaisir. Et ça se trouve, je vais adopter vos petits conseils, quoi, parce que mon quotidien n'est pas parfait. Donc je cherche toujours un petit peu à l'améliorer, sans non plus chercher à être toujours le plus performante possible, attention. Hein, et on ne tombe pas là-dedans, ici, pas du tout. Et ben voilà, c'est tout. Je vais pas parler plus que ça. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'aller me suivre sur Instagram, etc., etc. De m'envoyer un petit message si oui, ça vous a plu et si vous avez des choses à me raconter par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!